Patrick, c'est la deuxième fois que je vous reçois. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'était un grand plaisir la dernière fois. Vous êtes un personnage extrêmement public, mais il m'a semblé que parcourir ensemble votre vie était intéressant pour beaucoup de nos lecteurs, puisque la dernière fois, certains lecteurs n'étaient pas là. Donc vous avez toujours été très précoce en tout, puisque vous étiez bachelier à 15 ans, puis vous avez intégré l'IEP, enfin l'Institut d'études politiques de Strasbourg, puis de Paris. Vous avez aussi étudié les langues à l'INALCO, et vous avez obtenu aussi le diplôme du Centre de formation de journalisme. Vous êtes aussi licencié en droit. En 1970, à la mort de votre grand-père, le poète Jean d'Arvor, vous avez souhaité perpétuer son souvenir en ajoutant son nom à son patronyme. Au terme d'une année de reportage autour du monde, vous débutez alors votre carrière de journaliste en tant que présentateur des journaux du matin et de la revue de la presse, et en tant que grand reporter. De 1987 à 2008, vous présentez le journal de 20 heures avec des scores d'audience exceptionnels. En 2011, vous présentez et créez une très très belle émission, Une maison et un écrivain. Depuis 2014, nous avons le plaisir de retrouver votre voix, je trouve très belle. Je pense souvent à Jacques Chancel, quand je vous écoute, j'adorais la voix de Jacques Chancel. Sur Radio Classique, entre 19h et 20h. Homme engagé, vous militez pour de nombreuses causes. En 2006, vous participez au Théâtre de la Madeleine à la mobilisation en faveur des populations du Darfour, et vous parrainez un défi sportif de la navigatrice Maud Fontenoy. En 2007, vous participez avec Sylvie Pinatel à la course Le Grand Parcours sous le drapeau de Reporters sans frontières. Vous êtes ambassadeur de bonne volonté à l'UNICEF pour la France depuis 2004, mais aussi pour d'autres pays francophones. En décembre 2009, vous soutenez le bus parrainé par la cantatrice Nathalie Dessay pour la libération, je viens de prononcer, d'Aung San Suu Kyi. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez été élevé en 2007 au grade de commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et vous êtes aussi officier de l'Ordre national du mérite. Dans vos passions, vous allez toujours jusqu'au bout. L'amour du sport et puis l'amour du voyage. Je crois que vous avez noué des relations assez fortes à l'époque avec Jacques Brel, Georges Brassens et Rostropovitch. Vous êtes membre de plusieurs jurys littéraires. On se demande comment vous arrivez à faire tout ça, mais bon, on en parlera tout à l'heure. Ce soir, nous recevons l'écrivain. Vous êtes l'auteur de 60 ouvrages, c'est pas peu. Ce soir, nous vous recevons pour votre dernier livre, un roman, Un homme en fuite, publié chez Robert Laffont. J'y retrouve avec bonheur toute l'élégance de votre écriture, sensible et pudique. Votre héros, Aurélien, chirurgien de renom, rate une intervention sur un enfant de 10 ans qui meurt. Sa vie bascule très vite dans la spirale de la déchéance physique et morale. J'ai aimé bon nombre de vos livres. Il m'arrive de feuilleter vos beaux livres qui sont exposés là-bas. Je lis vos romans avec un plaisir certain. J'y retrouve des personnages forts et fragiles, avec des vies faites d'enthousiasme, de bonheur, mais aussi de drames personnels. Vos héros, souvent au bord du gouffre, sont généralement, j'aime pas trop ce mot, fuyants, parfois lâches, grands séducteurs, et pourtant, on les aime parce que plus sensibles que cyniques. Vos romans ressemblent à la chevelure romantique de Chateaubriand. Ils ont le regard doux et sensuel de Madame Récamier, le déroutant des personnages ivres de liberté de Lucrezio. Ils disent la mer, belle et dangereuse, nous racontent la fragilité, l'éphémère, la mort, l'exaltation et l'incontournable nécessité du choix. Ils nous disent aussi beaucoup de l'enfance, de sa beauté, mais aussi de son incroyable lucidité. Ils nous parlent de nos vies, bien ficelées en apparence, mais parfois vides de sens quand tout s'écroule et que rien ne ressemble plus à rien. Alors ma première question, c'est, on revient au livre. J'ai brièvement évoqué l'histoire de l'homme en fuite, mais j'aimerais juste que vous nous reposiez un petit peu, vous nous racontiez qui est Aurélien, qu'est-ce qui lui arrive vraiment au tout début du livre. D'abord, merci chère Anaïs pour votre accueil, merci à votre mari, merci à votre fille, merci à tous vos amis qui sont venus en nombre. C'est le chirurgien le plus réputé des Pays de Loire. Et un jour, sa vie va basculer, parce qu'il va y avoir un grain de sable. Évidemment, ce mot-là paraît très dérisoire, s'agissant de ce qu'il va vivre, et ce que va vivre surtout le petit garçon qu'il est en train d'opérer, parce que cette opération va mal se passer, et que on va, hélas, très vite dans le roman, découvrir que l'enfant
va mourir des suites de cette opération. Et on va aussi très vite découvrir que le chirurgien qui l'a opéré avait bu. À partir de là, on va se retrouver face à un personnage qui va être obligé de faire des choix. Et ces choix, c'est de ne pas choisir. Il va manquer de courage, il ne va pas affronter les choses, il va avoir peur des conséquences de la justice, des conséquences de l'ordre des médecins, les conséquences de la colère des parents et des grands-parents de l'enfant, et les conséquences de sa déchéance sociale. Donc il va fuir à chaque fois un peu plus loin, et il va se retrouver assez vite dans une position même pratiquement clochardisée. Il va heureusement, d'une certaine façon, trouver sa rédemption par la rencontre avec un enfant autiste qu'il va essayer de sauver, puisqu'il n'a pas réussi à sauver le petit garçon qui est mort sur le billard. Alors justement, dans ce livre, la première prise de conscience d'Aurélien, c'est quand il retourne sur la tombe du petit garçon qui est mort, il se met à pleurer. C'est une très belle scène, très émouvante. Et le petit garçon mort devient son ami, son seul ami, puisqu'il commence à avoir une vie d'exclu. Et puis, il y a ce fameux grand-père qui est omniprésent et qui l'oblige à la fuite. Alors, c'est un thème qui vous préoccupe toujours, un thème avec lequel vous avez fait la paix, la fuite. La fuite, pour le reste, non, j'aime pas. J'aime bien les gens qui affrontent. J'aime bien les gens qui affrontent, qui affrontent leur destin. Pour ça, au début, je le fustige un peu, ce personnage, parce que je pense que dans ce cas-là, il faut se tenir un peu mieux qu'il ne s'est tenu. Et puis, je suis beaucoup intéressé par l'innocence de l'enfance, et parce que ça peut révéler en soi. C'est ce qui se passe pour cet homme qui cherche une deuxième chance, un encouragement à vivre, page 52, vous dites un encouragement à vivre, ne serait-ce que pour payer sa dette. Est-ce que c'est possible finalement, puisqu'il décide à un moment de fuir à Paris, de fuir donc les décisions du CHU, enfin du monde médical, la décision pénale, il fait le choix de l'abandon, et donc il y a ce thème de la fuite, et puis le choix de l'abandon, de la liberté totale, est-ce le début de la liberté ou de l'emprisonnement? Oui, on peut se poser la question, mais moi je pense que tout être doit avoir une deuxième chance, tout être, et que c'est ça qui fait que finalement on est beaucoup mieux avec soi-même. La guérison d'Aurélien commence grâce à une femme, j'appelle la femme pansement, en plus elle est infirmière. Vous parlez de l'association des Nez Rouges, est-ce qu'elle existe vraiment cette association à Bordeaux? Oui, alors c'est très étonnant, figurez-vous que je suis allé tout récemment avec justement Philippe de Sertine parler de mon livre, et là j'ai eu la surprise de voir des infirmières qui sont arrivées avec des nez rouges, des nez en plastique, des nez rouges, qui m'ont dit mais c'est extraordinaire. Il se trouve qu'à Bordeaux, il y a une association qui s'appelle en fait les clowns stéthoscopes. Votre fin est assez inattendue. Ce personnage qui, ma foi, n'avait jamais été fidèle, n'avait jamais pu s'engager, on parlera peut-être de l'engagement après. Est-ce que cette fin vous a échappé ou est-ce que vous êtes satisfait de la fin? Il y a des moments où vous êtes parti sur une histoire et elle ne va pas se terminer comme vous l'avez imaginé. Parce que les héros vous ont conduit sur une autre piste. Et donc, ça m'a frappé de voir que là, en l'occurrence, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et je suis plutôt content de ce qui arrive finalement, parce que d'habitude, je suis très très pessimiste dans mes livres. Et là, je crois qu'il y a vraiment une lueur d'espoir. Quelle était au fond la place de l'écriture dans votre vie? Est-ce que vous êtes comme certains écrivains qui écrivaient de telle heure à telle heure? Comment finalement l'écriture se place dans votre vie? Non, j'ai pas cette régularité, mais je ne peux pas m'empêcher d'écrire. J'ai donc écrit mon premier livre vers 16-17 ans, après j'ai continué. J'écris beaucoup la nuit. J'écris beaucoup la nuit, mais je n'ai pas des habitudes aussi sérieuses que le Balzac cher à Gonzague. J'aime bien écrire par exemple en mouvement. J'écris très facilement dans les trains, dans les avions, dans des endroits où on ne vient pas me gêner. J'ai besoin d'écrire quoi qu'il arrive. Chaque fois que je rends un livre, je me dis toujours que c'est le dernier, que c'est pas possible, à quoi ça sert d'encombrer les bibliothèques avec tant de livres alors que des chefs-d'œuvre ont été écrits bien avant vous, ça sert à rien. Et puis je le fais quand même. Et je ne suis pas le seul.
constate cela régulièrement. Est-ce que vous, Aurélien, vous l'aimez, ce personnage? Alors je l'aime pour ce qu'il devient, oui. Je ne l'aime pas pour ce qu'il est au départ. Non. Il n'y a pas si longtemps, disons une trentaine d'années, quand dans une famille il y avait un enfant handicapé ou infirme, on avait tendance à en avoir honte, à le cacher, à vivre ça douloureusement. Et il s'est produit un phénomène de basculement. Aujourd'hui, au contraire, le handicapé ou l'infirme, on le montre, on n'en a plus honte du tout. Et au contraire, on lui attribue des vertus fondamentales. Si j'en juge même d'après votre ouvrage, il est en quelque sorte le sauveur, celui qui va rendre possible l'élévation de l'humanité. Et alors, est-ce que vous avez une explication pour expliquer ce basculement que l'on retrouve par exemple dans un film qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Les Intouchables? Les médias ont fait du bon boulot dans ce domaine. Moi, je me souviens, quand je présentais le journal télévisé, j'ai dû le présenter une petite trentaine d'années, 8 ans sur la 2, 21 sur la 1, et j'ai toujours essayé, parce que je recevais des lettres, voilà. Au départ c'était ça, je recevais des lettres de gens qui me disaient, voilà, mon fils a la maladie de Pierre ou ceci, etc., personne ne nous aide, personne n'en parle, le système de santé ne nous aide pas, et puis surtout, il apparaît comme un être anormal. Et je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Je répondais d'abord, ça c'était déjà quelque chose, on tend une main, et je me disais, je peux faire mieux que ça. Je faisais souvent faire des sujets. Au cours de votre carrière, quelle serait la personnalité qui vous aurait le plus bouleversé? Moi j'étais très ami de Sœur Emmanuel, j'ai été très impressionné par Mère Teresa quand je l'ai interviewé. À chaque fois que j'ai interviewé le Dalai Lama, toujours impressionné par cette espèce d'immense sagesse. Père Pedro, qui est devenu aussi un ami, que j'avais rencontré à Madagascar et que j'ai essayé d'aider du mieux que j'ai pu. Voilà, tous ces êtres-là ont eu beaucoup d'importance pour moi. Oui. Magnifique. Puis c'est très agréable d'écouter un orateur averti qui connaît les sujets. Pour une première fois, eh bien écoutez, j'étais agréablement surpris. Ah, j'ai adoré. C'est un privilège d'être dans un cercle privé et en même temps sur des sujets intéressants. C'était vraiment magnifique. Salon littéraire, d'autres temps, dans un lieu magnifique. C'est vraiment une belle découverte. Excellente soirée comme d'habitude. Bravo Anaïs. Bravo Anaïs. Particulièrement réussi, une très très jolie intervention de Patrick Poivre d'Arvor avec beaucoup de sensibilité. J'ai été très émue, très touchée. Je trouve qu'Anaïs a bien mis le climat justement de cette intimité avec beaucoup d'émotion et beaucoup d'authenticité. Donc bravo Anaïs et puis bravo à Patrick bien sûr. Comme toutes les soirées du Salon d'Anaïs, ce sont des soirées authentiques où les invités d'honneur, que sont les écrivains, parlent avec leur cœur. Et Anaïs a ce talent extraordinaire de susciter le côté naturel de l'auteur. Et l'auteur se sent totalement à l'aise, et à partir de là, il parle avec son cœur. Et ça, à ne jamais manquer. Vraiment. Vive Anaïs! Très touchante, inattendue, avec un homme de cœur qu'on a découvert en off-live. J'ai trouvé, comme toujours, Patrick Poivre d'Arvor extrêmement brillant et maîtrisant parfaitement le matériau romanesque et parlant admirablement bien de son bouquin. J'ai trouvé le salon dans lequel nous nous trouvons tout à fait magnifique. Je ne vois dans tout ça que du bonheur. Anaïs excelle dans la position de la maîtresse de maison du XVIIIe siècle. Elle est entre Mademoiselle de Scudéry. Elle a, on le sait, réinventé le salon littéraire. Elle est entre Madame Récamier et Madame de Staël. Et elle a bouleversé cette phrase de Madame de Staël, qui n'est plus vraie grâce à elle, la gloire pour les femmes
et le deuil éclatant du bonheur.